Bonjour, nous sommes le 13 novembre et en plus vendredi 13. Il y a 545 ans, les Savoyards attaquaient Sion. Je ne sais pas s'il faisait froid, si c'était un vendredi, mais la bataille fut rude. Aujourd'hui, à la bibliothèque de Salièse, les Camotains vont nous emmener en 1475 avec des extraits de « À l'ombre des collines » d'Audrey Moulin, qui sera lu par Yolande Dumoulin, La bataille de la Planta 1475 de Geneviève et Alexandre Lévin, lu par Fabienne Lhuillet, Sedunum Nostrum, bulletin numéro 18 de Bernard Truffert, lu par Marie-Christine Barras-Pina. Séverine Ruda pour la musique et les grains de sel de la lecture. Merci à elle et bonne écoute à vous tous. Le 13 novembre 1475 fut pour notre pays une journée décisive et elle mérite d'être rappelée, car l'issue de la bataille eut une importance capitale pour la formation et pour le développement du Valais tout entier jusqu'à nos jours. La guerre de 1475-76 entre Valaisans et Savoyards ne peut être traitée sans évoquer les célèbres guerres de Bourgogne. Présentons donc rapidement la situation européenne de l'époque, car sans connaître la situation générale dans les pays environnants, il serait impossible d'expliquer les événements du Valais. Les ducs de Bourgogne avaient réussi, avec patience et ténacité, à créer un État entre la France et l'Allemagne, État pour lequel l'on ne trouve ni un nom, ni une unité géographique, voire politique. La Bourgogne du XVe siècle était un ensemble de territoires incohérents, pour lequel il serait fort difficile d'indiquer des limites exactes ou même des institutions communes. Guidé par un orgueil insensé, Charles le Téméraire voulut ériger une grande puissance entre le royaume et l'empire, allant de la mer du Nord à la Méditerranée. Pour y parvenir, tous les moyens lui semblaient bons. Il n'est donc pas étonnant que tous ses ennemis se liguèrent contre lui. Le 31 mars 1474, les confédérés adhérèrent à l'alliance des villes du sud de l'Allemagne. Bientôt, le luxembourgeois Sigismond les suivit. Le 26 octobre fut signé un traité franco-suisse ouvertement dirigé contre le duc de Bourgogne. Le duc Charles ne tarda pas à frapper un grand coup. Le 30 janvier, il s'alliait avec Milan et la Savoie. Cette alliance créait pour les confédérés, et surtout pour Berne, un sérieux danger. Tout naturellement, les Bernois cherchèrent un appui auprès de l'évêque de Sion et des 7-10 ans. L'évêque Walter Supersaxo, homme très clairvoyant et énergique, n'hésita pas à exploiter la possibilité qui s'offrait à lui pour réaliser son vœu le plus cher, reconquérir le patrimoine et tous les droits de l'église de Saint-Théodule, droits qu'elle avait dû céder d'une manière ou d'une autre, soit à de puissants seigneurs féodaux, soit à la maison de Savoie, soit encore à la démocratie naissante des 7-10 ans. Les propositions bernoises furent donc reçues à Sion avec un grand intérêt. Le 7 septembre 1475, on y signa une alliance qui était nettement dirigée contre la Savoie. À la Majorie, la réunion était dirigée par l'évêque et les plus hautes sphères du pouvoir étaient présentes. Le major ainsi que le vidame tenaient les places les plus importantes. Après une longue prière, Supersaxo prit la parole et entra dans le vif du sujet. Notre objectif principal est d'accomplir l'œuvre de Dieu en réunifiant les terres de Saint-Théodule, notre saint patron. Je ne me reposerai pas tant que nous n'aurons pas libéré le Valais de Comté jusqu'à Saint-Maurice de la coupe perfide du duc de Savoie. Il y a un peu plus de 100 ans, le comte Vert a saccagé notre cité, brûlant, assassinant, pillant
ne laissant à Sion que ses yeux pour pleurer. Son fils a ensuite commis les mêmes atrocités. Nous étions divisés jusque dans nos rangs, les patriotes s'opposant au pouvoir épiscopal. Nous devons faire mieux. Nous devons nous unir dans un seul but, la perte du duché de Savoie. Le silence était retentissant dans la salle en pierre du château de la Majorie. Les hommes se taisaient, perdus dans leurs pensées, laissant leur imagination s'envoler jusqu'à ces temps troublés de 1352. L'évêque, conscient des pensées qui parcouraient les hommes de son gouvernement, se tut durant de longues minutes, laissant leur détermination grandir. Le major fut le premier à prendre la parole. De manière solennelle, Marc de Kalbermatten se leva et, de sa voix caverneuse, s'adressa à l'assemblée. C'est une mission divine qui nous attend. Nous ne pouvons reculer. Il est de notre devoir de réunir le pays en chassant ces maudits Savoyards. Les Valaisans étaient d'autant plus enclins à conclure cette alliance que la duchesse Yolande de France, régente de Savoie pour son fils Philibert Ier, mena une politique imprudente dans le Valais savoyard. Sa politique n'était surtout pas de nature à calmer les esprits excités de part et d'autre. À l'encontre des dispositions du traité du 31 août 1446 entre la Savoie, Berne et le Valais, Yolande soutenait Rodolphe Asperlin qui s'était réfugié à B. Ce beau-frère des sires de Rarogne était en conflit avec l'évêque Walter Super-Saxo parce qu'il avait tenté de faire valoir ses droits sur la seigneurie d'Anniviers. Chambéry, duché de Savoie, octobre 1472. Dans son imposant château de Chambéry, Yolande de France observait les sommets enneigés de la chaîne des Alpes, perdue dans ses pensées. Les yeux rivés vers l'est, elle se demandait ce qui se tramait aux confins de son territoire, à la frontière partagée avec l'évêché éternellement tumultueux de Sion. Elle se demandait si son espion avait été découvert ou si l'absence de message signifiait simplement que la discrétion du transport des missives avait été interrompue par une quelconque raison. La Savoie traversait une période agitée, et pour Yolande, il était vital de connaître avec exactitude la situation militaire et stratégique de tous ses voisins. Depuis la mort de son mari, quelques mois plus tôt, la régente devait faire face à de nombreuses tentatives visant à l'expulser du pouvoir, et il était nécessaire qu'elle fasse preuve d'une grande habileté politique afin de naviguer en sécurité dans des eaux si dangereuses. Prise en étau entre les ambitions de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, et la poigne du roi de France, dont elle était la sœur aînée, elle jouait sur les deux tableaux. Secrètement alliée aux Bourguignons, elle prétendait pourtant, lorsqu'elle s'adressait à son frère, qu'elle était fidèle au trône de France. À côté de ses puissants souverains, l'évêque de Sion était moins dangereux. Mais les ambitions de Walter Super-Saxo quant à la réunification des terres historiques du Valais étaient connues de tous et pouvaient, en cas de conflit, déstabiliser profondément le duché de Savoie. De plus, Super-Saxo s'était rangé aux côtés des Suisses contre Charles le Téméraire. Yolande se doutait donc qu'une guerre finirait par éclater tôt ou tard. « Vous m'avez fait appeler, duchesse ?» demanda Laurent Martin, le secrétaire personnel de Yolande. « Oui, Laurent. Avez-vous des nouvelles de nos espions ?»« Nous avons reçu des missives du duché de Bourgogne. Rien de nouveau pour le moment. Depuis les batailles de l'été dernier, Charles le Téméraire semble se tenir tranquille. »« Et mon frère ?» ?»« Sa Majesté le Roi continue à suivre sa ligne de conduite. Il a officieusement apporté son soutien et son or aux confédérés pour être certain que ceux-ci s'opposent aux Téméraires. » « Il avait l'intention de le faire de toute manière, depuis que le Téméraire a pris le parti des Habsbourg dans leur conflit. »« Tout à fait. Je crains fort que la situation en soit au point mort, duchesse. »« Toujours rien depuis Sion ?» demanda Yolande, la mine inquiète. « Toujours rien, madame. Je ne pense pas que notre espion ait été révélé au grand jour. Cela aurait fait beaucoup de bruit. Cependant, je suis persuadée qu'il y a un problème au niveau de la transmission des missives.
Et que faisons-nous à ce niveau-là? Interrogea Yolande avec autorité. Je me suis entretenue avec vos officiers ce matin et ils m'ont chargé de vous dire qu'ils ont envoyé un homme à Sion afin d'en savoir plus. Lorsque, vers la fin de l'année 1475, la régente se ravisa, il était trop tard. Son inflexibilité avait excité les masses et fait grandir les sentiments belliqueux. Contre la volonté de l'évêque, de nouvelles bagarres éclatèrent entre Contaisans et Saviezans, et les sujets de l'évêque s'attaquèrent au bétail des Savoyards. Depuis longtemps, on se chamaille entre Saviezans, sujet de l'évêque de Sion, et Contaisans, sujet du duc de Savoie. Moi qui vous parle, j'étais parmi les incendiaires de l'autre soir, car non contents de venir attaquer nos hommes et notre bétail dans les pâturages d'été, ces Contaisans pillent nos vignes et nos champs, nous cherchent querelle sur le marché de Sion. Pourvu que Monseigneur Walter, notre évêque, arrive à mettre fin aux abus de ces détestables voisins. Je sais que, comme nous les petits bergers, les grands de ce monde se disputent pour notre territoire. On dit que l'évêque et les gens des Disins veulent reprendre le pays en aval de Sion, volé par les Savoyards. On entend aussi que la ville de Berne n'apprécie pas cette présence des Savoies. Notre camp peut donc compter sur ce puissant allié d'au-delà des monts. Une espèce de fièvre nous a pris et elle nous a fait marcher sur Comté pour semer la terreur parmi les habitants. Pardonnez-moi, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Pierre Favre, je viens de Savièse sur les terres de notre évêque. Fils cadet de Jean le Forgeron, je n'ai que 14 ans. Pourtant, mes membres sont robustes et vigoureux. Mon sang s'enflamme comme le feu de la forge familiale. Je suis déjà un homme, prêt à défendre mon pays. Une entreprise d'intérêt suisse provoqua l'ouverture des hostilités du côté valaisan. Rassuré par le traité avec le Valais, Berne envahit rapidement le pays de Vaud et demanda à ses confédérés valaisans d'attaquer le pays savoyard. La nouvelle des succès bernois ranima l'esprit guerrier. À la fin octobre et au début novembre 1475, les sujets de l'évêque attaquèrent plusieurs fois le bourg de Comté et incendièrent quelques maisons. Des deux côtés, on déplora quelques pertes de vies humaines. Château de Versailles, Piémont, pays de Savoie, 4 novembre 1475. Madame la Duchesse, dit Laurent, Monseigneur vous attend. Très bien, j'arrive. Yolande enfila un manteau par-dessus sa toilette rouge, car il faisait toujours froid à cette période de l'année dans les grandes salles du rez-de-chaussée de son château du Piémont. De plus, les événements récents sur le front de la guerre contre les Suisses lui donnaient froid dans le dos, redoublant l'horrible sensation d'être gelé jusqu'aux os. Quelques jours plus tôt, les Bernois avaient ravagé Morges, et Lausanne s'était soumise sans même combattre, ce qui avait rendu Genève plus vulnérable que jamais. Les Suisses étaient bien sûr rués sur la ville principale du duché de Savoie sans attendre, et les Genevois avaient été contraints de négocier âprement, perdant une véritable fortune dans la transaction, alors qu'un grand nombre de leurs nobles étaient retenus prisonniers. Les cloches de la ville avaient été fondues, et les Genevoises s'étaient séparées de leurs bijoux afin de régler la note. Pour Yolande, le coup avait été terrible, et chaque jour, elle réalisait que son alliance avec le téméraire lui coûtait bien plus qu'elle ne pouvait se permettre de perdre. L'arrivée de Jean-Louis de Savoie, évêque de Genève, à Versailles, ne présageait rien de bon, mais la duchesse avait bien l'intention de tenter une dernière passe. Elle retrouva l'évêque dans la grande salle de réception, où les serviteurs faisaient brûler un énorme feu censé réchauffer l'immense espace. Jean-Louis se tenait près de la cheminée de pierre. « Monseigneur, je suis surprise de vous voir ici, » commenta Yolande. «
Madame la duchesse, répliqua Jean-Louis en inclinant la tête, vous me voyez navrée, mais je n'avais pas d'autre choix. Genève a été contrainte de se rendre et de négocier, comme vous le savez déjà. Mon armée est décimée et je ne pouvais me tourner que vers vous. Je vois, répliqua sévèrement Yolande. Mais vous n'êtes pas venu jusqu'ici en vain. Il y a une chose que nous devons à tout prix tenter. Cela concerne l'évêché de Sion, duchesse? Oui, précisément. Tic-tac, 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 tic. 4 novembre. Mon ami Antoine Brocard, de 3 ans mon aîné, manie déjà l'arbalète. Et je ne suis pas peu fière d'être à ses côtés pour marcher entre les collines, puis pour traverser la Morge. Nous voulons nous battre, repousser les contaisans. Le bourg fortifié est là, silencieux, sur le coteau. Comment détourner l'attention des sentinelles? Mais soudain, l'ennemi fond sur nous, venu aux surprises de l'extérieur des murs. Avertis par les éclaireurs, plusieurs dizaines d'hommes ont fait une sortie discrète par la porte de Saint-Séverin, dérobée à notre vue. Ils nous prennent en tenaille. Je vois ma fin prochaine et me prosterne à genoux. Mon ami me soulève, m'entraîne avec lui avant de se retourner pour tirer. Je me ressaisis alors et fais face. Quel combat cruel! Mes amis sont d'une bravoure extrême. Le soleil se fait bas et toujours ils combattent la garnison savoyarde. Même blessés, certains n'abandonnent pas. Je leur dois la vie sauve, mais 21 des nôtres ont péri lorsque nous décidons de nous retirer. Les corps des Savoyards aussi jonchent le sol. « Dans 2 jours, nous reviendrons, et nous serons des centaines !» hurle un compatriote, alors que nous battons en retraite. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 8 novembre. En fin de journée, l'évêque de Genève, Jean-Louis de Savoie, rejoignit Comté à la tête d'une immense armée. La nouvelle ne tarda pas à arriver aux oreilles de Walter Super Saxo et, immédiatement, la petite cité se prépara à la bataille. Les portes de la ville furent fermées et les habitants reçurent l'ordre de s'équiper de tout ce qui pourrait leur servir d'armes. Les hommes se réunirent dans chaque quartier, prêts à passer à l'assaut à tout moment. Les femmes rassemblèrent tous les projectiles qui leur passaient sous la main et commencèrent à faire bouillir d'énormes marmites d'huile brûlante qu'elles lanceraient sur les ennemis lorsqu'ils attaqueraient. À la tombée de la nuit, tout était prêt. Il ne restait plus qu'à attendre. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 9 et 10 novembre. Depuis le lac Léman, des renforts se déplacent sous les ordres de Pierre de Gingin, gardien du château de Chillon. Il vient prêter main forte aux Savoyards. Nous ne ferons pas le poids face à eux. Il faut abandonner l'idée du siège. Le cœur lourd, nous retournons à Sion, porteurs de ces angoissantes nouvelles. La ville est dans une agitation extraordinaire. L'arrivée des Savoyards y fait souffler un vent de panique. Qui dans une cave, qui sur la hauteur des collines, on dissimule ce qu'il faut sauver des pillards. Mais la plupart se pressent sur les remparts, tentant d'y voir dans le lointain. C'est à qui apercevra le premier l'armée ennemie. Moi-même, j'en oublie de remonter dans mon village auprès des miens. Je reste sur le chemin de ronde, près de la porte de Comté, qui regarde vers le territoire savoyard. Soudain, un cri soulève la foule. « Le messager !» Et voici en effet un messager aux couleurs de la Savoie, rapide comme une flèche sur son cheval écumant. Les gardes s'avancent. Sans descendre de sa monture, le Savoyard leur tend 2 parchemins cachetés. Et le voilà qui fait demi-tour et éperonne à nouveau. Lettre au respectable Père en Dieu, l'évêque de Sion. Vénérable Père en Dieu, parce que les gentilshommes qui font partie de l'escorte de l'évêque de Genève et moi-même savons que vous êtes d'un nature très frileux, nous avons fait du feu pour vous réchauffer. Cependant, puisque vous n'avez pas eu le courage de venir vous y réchauffer, pour qu'il soit très proche de vous, sachez que dans très peu de jours, nous le ferons si près de vous qu'il vous faudra être très fort pour ne pas en sentir la chaleur. Écrit à Comté, le 10 novembre 1475, le capitaine et les hommes du franc-guidon de notre très révérend Seigneur, Monseigneur l'évêque de Genève.
lettre aux bonnes gens de la ville de Sion. Bonnes gens, ce qui arrive nous déplaît beaucoup, et plus encore ce qui arrivera, car nous savons que ce n'est pas vous qui avez commencé, mais bien votre évêque. Sans aucune raison, il a commis ce grave outrage qu'il ne pourra jamais réparer. Eh bien, faites en sorte qu'il partage vos malheurs, ou sinon, dans peu de temps, lui et vous-même en aura autant que la nature en pourra porter. Écrit à compter, le 10 novembre 1475, le capitaine et les hommes du franc-guidon de notre révérend seigneur, Monseigneur l'évêque de Genève. Sion, château de la Majorie, 9-10 novembre 1475. Walter Super Saxo chiffonna avec rage le message qu'il venait de recevoir. Les Savoyards se moquaient de lui, s'amusant à lui adresser des missives méprisantes à longueur de journée. Le prélat, malgré son agacement, s'obstinait à les ignorer, préférant mettre toute son énergie dans l'organisation de la défense de sa ville. Les patriotes étaient en place. Les vallées latérales avaient envoyé plusieurs contingents, tandis que les Bernois arriveraient tout bientôt. Les hommes de Jean-Louis de Savoie, quant à eux, ne semblaient guère occupés. Les gardes valaisans postés à la frontière des terres savoyardes fournissaient 2 rapports par jour aux autorités sédunoises et, depuis la veille, ils n'avaient aperçu que les hommes détendus, s'amusant à humilier leurs adversaires. « Ils nous prennent de haut », pensa Super Saxo. « Grand bien leur face, qu'ils se détendent. C'est l'enfer que nous leur réservons, et la chute ne sera que plus vertigineuse. » Tic-tac, 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 tic. 12 novembre. Ce dimanche 12 novembre, jour du Seigneur et lendemain de la Saint-Martin, Antoine et moi prions pour notre ville et notre évêque. Nous sommes dans la cathédrale pour quelques instants de calme, car le quartier résonne de préparatifs en tout genre. La menace est de taille. Plus de 10 000 hommes à pied et à cheval. Cette grande armée s'approche. De toute évidence, c'est l'ensemble du Valais qui veulent soumettre. Nous devons résister. On prétend que les remparts de la ville sont solides, que 3 ou 4 000 hommes suffiraient à repousser l'assaut des Savoyards. Hélas, nous sommes bien moins que cela. Tout le monde s'active, car il faut faire vite. Dans 2 ou 3 jours, nous serons attaqués. Les archers ne doivent pas être à court de flèches, ni les arbalétriers de carreaux, et des tas de pierres doivent être prêts derrière les créneaux. Nous montrerons notre bravoure et mettrons nos ennemis en déroute. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 13 novembre. Conscients de leur supériorité, les Savoyards décidèrent d'attaquer tout de suite et de porter la guerre en pays ennemi. De bonne heure, le 13 novembre, le gros de l'armée se mit en route vers Sion, tandis qu'un détachement monta vers Savièse, derrière les collines de Montorge et de la Soie. Tôt ce matin du 13 novembre, nous faisons, mes compagnons d'armes et moi, une petite sortie hors des murailles, histoire de dépister d'éventuels éclaireurs ou un détachement avancé. L'évêque y a envoyé une centaine d'entre nous. Il veut s'assurer que tout est calme, car les renforts ovalaisans qu'il a demandés ne seront pas là avant la fin du jour. Nous descendons dans les champs. Arrivés en vue de la colline rocheuse où se dresse le gibet, nous nous trouvons face à face avec un petit groupe d'ennemis à pied. Aussitôt, malgré leur petit nombre, ils fondent sur nous. Après quelques minutes, j'aperçois des chevaliers qui arrivent à toute allure. Mais voici le gros de l'armée. Nous nous battions avec l'avant-garde seulement. « Compagnons, compagnons, replions-nous » hurlai-je de toutes mes forces. C'est la fuite éperdue. Semer les soldats savoyards empêtrés dans leur équipement n'est qu'un jeu d'enfant. Mais quelle terreur que ces chevaliers! Au triple galop, ils nous poursuivent à moins de 20 pieds. Près des remparts, ils nous talonnent, mais la barre les empêche in extremis de nous frapper de leurs lances. Sauvés. Nous sommes dans l'enceinte. Il est temps de fermer la porte avant que n'arrive leur piétaille. Savièse est en flammes, annonça Lucien sans détour. Pourront-ils se défendre? Demanda Sébastien, bien qu'il se doutât de la réponse. D'après le message, absolument pas. C'est le chaos.
Une partie de l'armée savoyarde s'en est prise au hameau tôt ce matin et personne n'a eu le temps de réagir. Il est temps de nous rendre à la Majorie, répondit Sébastien en se levant calmement. Je suppose que notre évêque a convoqué l'état-major. Oui, à l'instant, rétorqua Lucien en tendant un parchemin destiné à Sébastien. On y est vraiment, commenta le chevalier en fixant son regard au fond de celui de son meilleur ami. On y est vraiment, répondit ce dernier. La ville était complètement bouclée, mis à part la porte de Savièse, laquelle s'ouvrait régulièrement afin de laisser entrer les habitants affolés du village du même nom. Parmi eux se trouvaient de nombreux hommes en état de se battre à qui on donnait immédiatement une arme et un poste. Depuis le sommet du mur, Sébastien pouvait sentir l'affreuse odeur d'incendie qui se répandait depuis les hameaux saviésans. Malheureusement, l'armée n'avait pu voler au secours du village, ne se risquant pas à envoyer des hommes sur place, car la plus grande partie des troupes savoyardes se trouvait à Comté et s'apprêtait à se mettre en route. Ils les entendirent avant de les voir. Le sol se mit à trembler, tandis que le bruit des sabots, le vacarme métallique des armures et les cris des hommes retentissaient sur le cirque montagneux. La pluie avait cessé, faisant place à une magnifique éclaircie qui s'attarda sur Sion, laissant le reste de la plaine sous les nuages. Les hommes de Sion levèrent la tête, y lisant un signe du ciel. Après s'être hissé sur le rempart d'un seul bond, Sébastien harangua ses hommes. L'heure est venue de prouver notre courage, de faire preuve de solidarité pour montrer à nos ennemis que nous ne voulons plus de leur ingérence sur notre pays. Levez vos armes et préparez-vous à affronter l'enfer. Ensemble, construisons un jour nouveau, un paradis libre de la poigne savoyarde. Les régiments savoyards s'attaquèrent aux remparts avec fureur, tentant de faire tomber les portes à coups de bélier, tout en hissant les hautes échelles de bois contre la muraille afin de pénétrer dans la scène de la ville. Sur la fortification, les hommes se battaient comme des démons, repoussant l'ennemi avec violence, en voyant valser des dizaines de Savoyards à la fois. Les projectiles pleuvaient sur les béliers des assaillants comme si le ciel lui-même crachait des pierres, des morceaux de bois et des bassines d'huile bouillante. Les archers valaisans visaient tant bien que mal le gros de l'armée ennemie, espérant ainsi en réduire considérablement le nombre. À l'abri du mur, soldats et habitants s'activaient également, fournissant toujours plus de projectiles. Les premières flèches enflammées ne tardèrent pas à s'abattre sur la petite capitale, propageant une odeur de roussi à travers la ville. Les Savoyards se regroupaient devant les murs, s'apprêtant à asséner le coup de grâce à la cité valaisanne. Le coteau de Sanetch demeurait désespérément vide, les alliés n'arrivant toujours pas. Je suis tiré de mes sombres pensées par l'arrivée d'une troupe à la porte de Loèche. Et quelle troupe! Les renforts envoyés par les autres Dizains. Il était temps. Ils s'engouffrent dans les rues en direction de la porte du couchant. J'entends le son aigu des trompettes. Ce sont les Savoyards qui ordonnent aux pillards de se rassembler à nouveau sur la planta pour le combat. Il faut que moi aussi j'y retourne. La bataille est inégale, à tel point que les Hauts-Valaisans ont commencé à fuir. À ce moment arrivent du Sanetch des miliciens de Soleure, de Berne et de Fribourg, les redoutables confédérés. L'appel de l'évêque de Sion a été entendu, un coup de théâtre dans cette incroyable journée. Une autre troupe vient de rejoindre le champ de bataille. Antoine me crie que ce sont les Suisses de Berne et de ses alliés, de très vaillants combattants, incroyablement soudés. Ils brandissent de longues piques et avancent comme un seul homme, scandant leur devise. Un pour tous, tous pour un. Les forces ennemies s'immobilisent puis reculent. On entend leur capitaine brailler pour rassembler les fantassins dispersés et les pillards avides. Cette armée de Savoie, troublée et méconnaissable, prête le flanc à l'attaque des Bernois. Avec eux, nous reprenons l'avantage. Les Savoyards résistent et tombent par centaines. Ce n'est que vers la tombée du jour que nous entendons leur signal de repli. Nous ne laissons pas repartir les Savoyards sans leur ravir étendards et armes. Pour cela, avec mes compagnons et les hommes d'armes venus de l'autre côté des montagnes, nous en pourchassons certains jusqu'à Comté. Lorsqu'ils faiblissent, nous les dépouillons de leurs chevaux et même de leurs armures. La nuit venue, nous rapportons tout cela en ville. La ville fourmille encore de monde, des soldats,
des nobles, des villageois, fourbus, à bout de force, nous repensons sans vraiment y croire à la journée écoulée. Laissons le soin à l'évêque Walter Super-Saxo de nous narrer les événements selon une lettre écrite personnellement aux confédérés bernois après cette mémorable bataille. 3 ou 4 heures après que nous vous avons écrit pour la dernière fois, les Savoyards ont attaqué Savièse, incendié la paroisse et ravagé tout ce qu'ils ont pu. Bien renseignés qu'il n'y avait que peu de gens à Sion, ils pensèrent n'y rencontrer aucune résistance et se montrèrent arrogants envers nous. Là, les nôtres se sont retournés, ont livré bataille, ont mis l'ennemi en déroute et l'ont chassé jusqu'à la Morge. Lors de ces fêtes, il y avait une 60aine des vôtres de Saanen, et d'ailleurs qui se sont bien battus et nous ont loyalement aidés. C'est pourquoi nous les remercions, ainsi que leurs compatriotes. Sachez que nous ne l'oublierons pas. Nous vous annonçons ceci en espérant que vous vous réjouirez grandement avec nous de notre bonne fortune comme nous le faisons avec vous. Chers seigneurs et fidèles confédérés, après cette victoire obtenue avec l'aide du Tout-Puissant, nous oserons nous défendre encore. Nous ne vous rappelons pas votre devoir, mais nous souhaitons que vous nous aidiez fermement à éviter tout dommage à l'avenir et à nous débarrasser de nos et de vos ennemis. Prêtez-nous main forte comme vous souhaitiez que nous le fassions, et soyons unis. Que Dieu vous garde. Donné le lundi après la Saint-Martin à minuit moins 10, l'an 1475, Walter, évêque de Sion, le grand bailli et les patriotes du Valais. La victoire des troupes épiscopales, ce lundi après la Saint-Martin 1475 sur la Planta, doit être considérée comme l'un des plus importants faits de l'histoire valaisanne à la fin du Moyen Âge. Grâce à cette victoire, la vallée du Rhône, qui forme une unité géographique et qui depuis longtemps était aussi une unité ecclésiastique, fut à nouveau réunie sous un même pouvoir politique. Cette victoire inespérée des Valaisans a dû faire une très grande impression sur les contemporains. L'évêque Walter Super-Saxo comprit tout de suite l'importance et voulut lui conférer une consécration religieuse. Il décréta que le jour de la bataille serait désormais fête chômée en mémoire de tous ceux qui avaient participé au combat et surtout en reconnaissance de tous ceux qui avaient sacrifié leur vie pour la patrie. C'est pourquoi il ordonna de célébrer le 13 novembre la fête de Notre-Dame des Sept Joies. Celle-ci fut célébrée régulièrement dans tout le diocèse jusqu'en 1914. Chaque année aussi, la grande cloche de la cathédrale rappelait aux Sédunois l'anniversaire de la bataille de la Planta. Beaucoup se souviendront encore que le 13 novembre, vers 18h30, lorsque les chanoines réunis pour les vêpres chantaient le Magnificat, la grande cloche s'ébranlait. N'est-il pas triste que cette coutume, observée depuis presque 500 ans, soit tombée dans l'oubli dans les années 1960 ?
Ah, merci.